Public Sénat. Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique Sénat, la présidentielle vue du web. Vous me l'avez réclamé, nous allons le faire. La Politique Sénat a désormais un mot-clé officiel. Vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos commentaires. Tout de suite, le sommaire. Au menu cette semaine, des premiers sites de candidats au chat en passant par les vidéos, sans oublier les réseaux sociaux. Retour et mise en perspective sur les campagnes présidentielles 2002-2012. 10 ans de nette campagne, c'est le débat du club des gazouilleurs. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale, le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. Comment devenir prési-trader, enfin trader de la présidentielle? C'est simple, il suffit de s'inscrire sur Prési-Bourse. En ligne, les internautes peuvent désormais boursicoter. Ce jeu propose de parier virtuellement en temps réel sur les candidats comme s'il s'agissait d'actions. Analyse, portefeuille virtuel, classement des meilleurs traders, tout y est. À l'inscription, on dispose de 2500 points pour parier sur tel ou tel poulain. Les cours varient selon la publication d'un sondage ou en fonction des achats et des ventes. Pour l'instant, prudence sur la valeur Mélenchon ou encore Bayrou. Quant à Nicolas Sarkozy, suspense sur l'action. Avis aux Golden Boys, faites-vous un max de blé en spéculant sur le score des candidats dans les sondages, tous à vos prési-points. Vrai, faux, on ne sait plus qui est Nicolas Sarkozy sur la toile. Cette fois, c'est la vraie timeline du candidat président qui fait le buzz. Enfin vrai, du moins celle du collectif Humour de droite qui compile les échecs de Nicolas Sarkozy. Sur une fausse page Facebook, on revisite la vie du président depuis sa naissance, celle du divin enfant, jusqu'à son dernier meeting, en passant par son élection en 2007. D'ailleurs, la caricature revient sur un événement, la retraite dorée de Nicolas Sarkozy sur un yacht. Riposte de l'UMP, le slogan de François Hollande est une fois de plus détourné. Le mensonge, c'est maintenant. Allusion à la déclaration du candidat socialiste sur l'impôt à 75%. Sur la page du parti présidentiel, on revient en vidéo sur les déclarations de l'anté-candidat Hollande, qui apparemment n'avait pas le même point de vue en janvier 2011. L'image de taux confiscatoire sur une toute petite fraction des contribuables n'aura aucun effet, puisque alors là, on est sûr des effets de délocalisation, et ne produira aucune recette. Vous avez peur pour Madame Bettencourt? Enfin, je veux dire, c'est pas. Je préfère qu'elle paye ses impôts en France. Décidément, le monde de la finance fait bon ménage avec la campagne électorale. Ça donne ça, Young & Poor, une agence de notation pour candidats mise en ligne par les collectifs Génération Précaire et Jeudi Noir. Comme le font Standard & Poor's ou Moody's avec les États, la très parodique Young & Poor note les présidentiables. Selon les collectifs, la note évalue les propositions qui ont un impact sur les jeunes. Pour l'instant, personne n'a le fameux AAA. On trouve plutôt des médiocres, comme François Hollande et son C. Même Eva Joly, chouchou de ces collectifs, n'obtient que la note C. Philippe Poutou est bon dernier de la classe avec son E. Il est jugé sans solution crédible. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Arnaud Dacier, bonjour. Vous êtes entrepreneur dans le web. Vous avez participé à la campagne Internet de Nicolas Sarkozy en 2007 et vous avez quitté récemment l'UMP. Vous soutenez aujourd'hui François Bayrou. Bienvenue. Guy Berenbaum, vous êtes blogueur depuis la préhistoire du net. Vous êtes chroniqueur à Europe 1 où vous animez notamment l'excellente émission Des clics et des claques. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Enfin, Benoît Thiolin, vous êtes directeur de l'agence web la Net Squad et vous avez participé à la campagne web de Ségolène Royal en 2007 avec Désir d'avenir. Ravi de vous accueillir. Guy Berenbaum, une réaction à ce Weborama? Vous avez joué à Prési-Bourse? Non, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas très boursicoteur. Vous n'êtes pas jeu? Non, je joue pas, en fait. Enfin, si, je passe mon temps à jouer toute la journée sur Internet, mais je choisis les jeux que je fais. En revanche, non, il y a une réaction à avoir sur François Hollande et Mediapart, parce que cette contre-campagne de l'UMP est totalement erronée, puisque quand on regarde la vidéo en entier,
ce que nous sommes quand même quelques-uns à avoir fait. Il y a une confusion totale qui est faite par l'équipe de la contre-riposte De UMP, si ça existe encore, puisqu'il était question du taux moyen d'imposition et non pas d'un taux marginal. Et donc il y a une confusion, et donc ils ont ramassé de façon totalement malhonnête, mais c'est la règle du jeu sur le web, hein, on essaie de prendre des petits extraits, mais François Hollande ne parlait pas de la même chose, donc ça n'est pas exact. Ben, c'est amusant que le PS a répliqué. Oui, enfin, mais honnêtement, là, il marche sur l'eau là en ce moment, donc il réplique plus à rien. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. D'ailleurs, moi, je suis plutôt partisan de répliquer lorsqu'on le peut. Mais là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait exact, quoi. Non, ce qui est étonnant, non, moi je trouve ça plutôt bien d'une certaine manière qu'il y ait des petites joutes comme ça, et un peu parodiques, et en même temps, on est vraiment dans l'infotainment dans cette campagne d'une certaine manière. Enfin, le peu qui marche, c'est vraiment ça, c'est-à-dire au fond, on va faire des petites répliques. Quelquefois, il y a quand même un peu de fond qui s'y raccroche. Il n'est pas forcément toujours véridique, mais on peut espérer que ça va se corriger. Non, en revanche, moi ce que je note, c'est les scores sont assez faibles. Je sais pas si vous êtes allé voir, mais le nombre de vidéos, le nombre de vues par exemple de ces vidéos, elle est vraiment très très faible. Quoi. Donc, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, on sent qu'il y a une certaine intensité dans les combats de part et d'autre. Les équipes sont réactives, elles coupent, elles montent le lendemain matin, etc. C'est tweeté et tout. Mais pour l'instant, ça peine en fait à sortir des cercles de la campagne. Pas très grand public tout ça. En revanche, les lives sur Dailymotion et sur les sites des partis, les meetings sont très suivis. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est un phénomène qui n'existait pas. Tout comme les chaînes d'info continuent d'ailleurs. Tout à fait. Moi, j'avais remarqué que dès 2002 ou 2007, à ma grande surprise, les diffusions des discours, même de discours d'1h30, 2 heures, étaient très populaires. Alors ça a toujours marché. C'est parfait, vous me faites ma transition. Ah oui, on a fait ça. Non mais j'allais rajouter que pourquoi le web parodique ne marche pas très bien, c'est quand même un manque d'imagination de faire du web potache, parce que on en faisait déjà. Je me souviens, on a fait Gauche Story, nous, en 2001. Donc, on parlait il y a 11 ans. Donc, on parlait de dinosaures du web. À l'époque, ça surprenait les gens, ça les faisait marrer. Ça faisait la une du Monde, ça avait un grand succès. Aujourd'hui, ça a été fait tellement de fois que c'est un manque ça traduit surtout un manque de créativité, je pense, alors, et d'imagination. Alors, Arnaud Dacier, on va en parler, puisque c'est maintenant l'heure du club des gazouilleurs en question. Aujourd'hui, 2002, 2007, 2012, 3 présidentielles et 10 ans de campagne sur le web. 2002, souvenez-vous de ce temps reculé où les smartphones n'existaient pas, les clés USB non plus, où quand on se branchait à Internet, il y avait un bip-bip étrange. À la préhistoire du web, les candidats à la présidentielle échafaudaient quand même leur premier site de campagne, plus proche du Minitel que du web 2.0. Puis 2007, le temps des blogs, et enfin 2012, avec l'avènement de Twitter, retour vers le futur en images avec Paul Bouffard. On l'aura compris, la bataille de l'Elysée se joue sur la toile. Twitter, Facebook ou encore course à la vidéo. La web campagne est en marche. Mais attendez, stop. Question, 2012 ok, mais que faisait-on en 2002 sur la toile? Autre présidentielle, autre époque, autre méthode. En 2002, c'est l'esquisse des premiers sites de campagne. Révolutionnaires à l'époque, ils sont aujourd'hui d'un autre temps, surtout au niveau design, du HTML pur. Juste une biographie du candidat, quelques données de son programme et une zone contact par mail évidemment. Mais déjà certains ont compris le phénomène. Lionel Jospin réunit une équipe de 40 personnes pour gérer sa cybercampagne. Certains e-candidats sont à la page. Je crois que Internet se développe bien en France, surtout dans 2 catégories, les jeunes et les retraités qui ont du temps. C'est peut-être dans le monde actif où il y a le plus d'efforts à faire pour que les gens se forment et aient accès à Internet, qui est un moyen démocratique formidable d'information, d'échange. En 2002, la Geek des Champs est déjà là avec ses disquettes et sa Game Boy. En 2007, l'aventure continue et les sites évoluent. Ils deviennent les vaisseaux amiraux de la campagne. Place à la couleur et à l'interactivité. Ségolène Royal a des désirs d'avenir et François Bayrou voit cet outil comme un site de rencontre. La présidentielle 2007 monte d'un cran avec les réseaux sociaux et connaît sa première flambée avec la folie des blogs. Il y a comme ça, des champignons sur le web, des groupes de blogs qui s'assemblent, qui se relient entre eux et qui créent des blogosphères, des univers politiques à part entière. En 2002, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Hier, les candidats étaient dans leur palais de la République. Aujourd'hui, ils sont presque chez vous. Alors, que faisiez-vous en 2002? Vous voulez qu'on vous dise ce qu'on faisait en 2002? Oui, absolument. Vous étiez mignonne en 2002? Vous trouvez, j'ai pas trop changé? Vous êtes parfaite, vous étiez déjà parfaite. Je suis pourtant aussi un dinosaure, donc, mais blague à part, vous faisiez quoi? Moi, en 2002, j'étais éditeur et je publiais un livre
scandale à l'époque, puisque c'était les mémoires d'Éric Alphen en pleine campagne présidentielle. Et c'était vraiment assez peu avec le support du web. Donc vous étiez plus papier que web. J'étais papier traditionnel et engagé dans un combat politique acharné contre les amis de l'époque d'Arnaud Dacier, qui lui-même faisait le site de Jacques Chirac, comme il vient de nous le dire. Alors vous faisiez le site de Jacques Chirac à l'époque, Arnaud Dacier? Alors nous, on est rentré dans la campagne de Jacques Chirac au pied de biche, puisque le jour de sa candidature surprise, début janvier, pas de site web. Et donc on a décidé 2 jours plus tard de faire le site web de Jacques Chirac. On l'a fait en 24 heures sans demander l'autorisation à personne. Et on est allé le présenter le soir à l'équipe de campagne, je me souviendrai toujours, Patrick Stefanini. Et puis le lendemain matin, ils nous ont dit, ils nous avaient dit à l'époque, je consulte et je vous dis si on transforme votre site pirate en site officiel. Il était objectivement, il ressemblait beaucoup à un site officiel. Enfin, avec Chirac.com, c'était vraiment très bien. Et on n'a pas vraiment eu l'autorisation, mais on l'a lancé quand même. Et donc on est rentré dans la campagne de Jacques Chirac, on a participé à la campagne de Jacques Chirac. Quelles ont été les réactions justement des équipes de campagne? Il a fallu un peu ruer dans les brancards? Ils n'ont quand même pas tellement la culture Internet. On nous a dit bon, le site est bien fait, et puis il y a eu une colère froide. Je me souviens à l'époque, c'est Valérie Pécresse qui était en charge de ça au cabinet de Jacques Chirac, toute jeunette aussi. Et donc ils nous ont intégrés, ils ont eu l'intelligence de nous intégrer à l'équipe de campagne et on a cohabité pendant plusieurs mois avec l'équipe officielle et nous on faisait un petit peu tout le web un peu communautaire, voilà, eux ils avaient les sites officiels. Ça ressemblait à quoi? Parce que finalement il y a pas mal de téléspectateurs qui n'ont pas connu. Nous aurions dû faire la campagne de Madelin normalement. Et on l'avait pas faite parce qu'il avait refusé notre vision. Et nous, notre vision, c'était celle qu'on avait vue mettre en œuvre par George Bush en 2000 aux États-Unis, c'est-à-dire le web, ça sert à mobiliser les gens, à organiser les gens sur le terrain, et pas à faire de la propagande et de la télévision web. Et donc, nous, on voulait faire une campagne de mobilisation. Et Madelin nous avait dit non, moi, je veux un site comme Mel Gibson pour être une star. Et on lui avait dit mais t'es déjà une star, Alain. Oui, mais d'ailleurs, il est une star maintenant. Voilà. Mais il avait essayé de faire un site assez moderne, enfin, qui se voulait moderne, Alain Madelin. Oui, non, avec du flash, c'est pas pareil. Pour moi, le flash et la modernité, ça n'a jamais fonctionné forcément ensemble. Oui, il y avait un petit jeu en flash. Oui, c'est ça. Il voulait faire du show business online. Et à l'époque, tous les hommes politiques pensaient que le web, c'était juste un média de plus pour déverser leur propagande et pour faire les beaux. Et nous, on leur disait non, c'est un outil pour aider les militants à rentrer dans la campagne. Donc, on a essayé de le faire un peu avec Chirac. Pas forcément bien réussi. On a mieux réussi notre coup en 2007. Le mulot, tout ça, c'est... On était quand même dans une époque où il y avait... Moi, j'étais dans l'équipe de Jospin à l'époque. Et alors, c'était pas... C'était vraiment 40, parce que j'entendais 40. Non, en fait, je pense qu'il y avait... Non, ce qui était vrai, c'est qu'il y avait une bonne trentaine de personnes qui étaient dans la réponse au courrier électronique. On était vraiment à l'époque où il y avait 2 ou 3 choses qui quand même étaient en gros une préoccupation de la campagne, c'était répondre au courrier papier. Et du coup, le mail avait été un engorgement incroyable. Et du coup, il y avait une grosse équipe qui répondait à ça. Il y a eu des tentatives sur les vidéos. C'était plutôt marrant, en fait. C'est une campagne avec une très grande liberté. Au fond, on pouvait un peu faire ce qu'on veut parce que globalement, il y avait quasiment pas d'audience. C'était très réussi le résultat. Il y avait pas d'audience, quoi. Il y avait des vidéos, en gros, personne les regardait. Et pourtant, il y a pas mal de vidéos qui étaient faites. Il y avait des tentatives de faire une campagne plus parodique. Vous retransmettiez un peu les réunions publiques parce que j'ai visionné les archives. Ça marchait pas très bien d'ailleurs. Ça plantait, les serveurs s'effondraient. Alors pourtant, il y a pas grand monde qui le regardait, mais bon, c'était très laborieux. Et puis, c'était la grande époque des chats. Rappelez-vous, les chats vidéo. Un énorme chat vidéo qui avait été organisé avec Lionel Jospin. Et c'était Michel Field qui faisait ça avec des correspondants. Enfin bon, et tout ça, très honnêtement, quand on regardait les audiences par rapport à l'énormité du dispositif, même technique, c'était complètement décalé. Nous, on avait fait Jacques Chirac chez Caramel, une espèce de chat. Ça avait fait sauter le serveur de Caramel. Et je me souviendrai toujours d'Oriane Garcia, qui était toute la patronne de Caramel de l'époque, tétanisée à côté de Jacques Chirac, qu'elle appréciait beaucoup, parce que ça ne marchait plus. Et comment dire au président que ça ne marchait plus? Et ça a redémarré au bout d'un quart d'heure. Il ne faut pas oublier quand même que qu'en ces temps glaciaires, Lionel Jospin candidata en envoyant une dépêche, un fax à l'AFP, pour vous dire
on était quand même loin de des comptes Twitter. Fax, le mulot, enfin oui, effectivement. Voilà, c'était fax contre mulot. Les candidats étaient totalement éloignés de cette campagne-là, en fait. D'ailleurs, et du coup, une très grande liberté de part et d'autre. On pouvait quand même faire pas mal de trucs, mais c'était quand même dans son coin avec très peu de moyens et avec des bouts de chandelle. Et finalement, il y a plein de trucs qui ont été testés, mais globalement quand même en rencontrant assez peu de public. Faut quand même reconnaître. Et en même temps, les petits candidats s'y mettaient un petit peu parce que pour eux, c'était quand même un moyen aussi de communiquer à moindre coût. Parce qu'on entend là Corinne Lepage. C'est pas mal ce qu'elle dit d'ailleurs. Oui. C'est un peu anticipé par rapport à la réalité, je pense, parce qu'à l'époque, je suis pas sûr qu'il y avait énormément de retraités, mais cela dit, elle dit quelque chose qui s'est vérifié après, effectivement, c'est qu'il y avait un creux dans les classes actives, en gros, et que c'était plutôt les retraités, les jeunes qui étaient dominants. Et quel était l'intérêt pour les politiques? C'était paraître moderne, Je pense qu'il y avait très vaguement à l'époque une espèce de peur du ridicule, et encore, vous savez quand même, la vraie césure, c'est 2005. En 2002, on est quand même très 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 loin de tout ça. Oui. Il faut attendre 2005 pour que vraiment les politiques se prenant une grosse claque, pour reprendre une partie du titre de ton émission, le référendum, pour que vraiment les politiques se disent, ça y est, Internet est devenu en tout cas un espace de débat public majeur dans lequel il faut absolument s'investir. 80% de ce qu'on a coutume d'appeler, ou 90% les éditocrates de ce pays, c'est-à-dire les journalistes, les gens qui pensent, ceux qui se croient leaders d'opinion, qui vont tous dans le même sens, qui disent à la France entière, matin, midi et soir, votez oui, votez oui, votez oui. Et puis sur le net, un gars qui s'appelle Étienne Chouard qui commence à agréger avec une espèce de pétition en ligne, un site, des gens, et puis ça monte, et puis ça monte, et puis c'est le nom qui gagne, ils prennent tous l'immeuble sur la tête. Et là, ils se disent, Benoît a raison, oh là là, Internet, ça existe en fait. Donc c'est 2005 véritablement l'explosion. C'est un tournant. Et ça explique en tout cas le fait qu'en 2006, Ségolène a très large, Ségolène Royal. Ségolène, toi? Oui, je l'appelle toujours Ségolène. Ségolène Royal a largement utilisé Internet en sentant justement qu'il y a eu une envie de débat incroyable qui s'était beaucoup incarnée sur Internet à l'occasion du référendum. Et elle va surfer sur cette vague, sentant que l'appel au débat et à la contribution, qui correspond en plus assez bien à ce qu'elle représente, un peu en dissidence par rapport au PS, par rapport aux éléphants, et du coup va créer un produit d'appel sur sa candidature. Quel est votre rôle précis en 2006-2007 auprès de Ségolène Royal? Moi, je la rejoins fin 2005. Au moment où elle prépare son site internet, parce que en gros elle cherche des gens pour lui donner des coups de main, sachant que elle a cette intuition que elle doit pouvoir à partir d'internet organiser un grand débat qui va construire au fond un mouvement, une dynamique pour soutenir sa candidature. À l'époque, il y a personne. Ce qu'il faut bien savoir, il y a 15 personnes autour de Ségolène Royal en janvier 2006 et en février quand elle lance son site internet. C'est une toute petite équipe qui a pas de moyens, mais qui justement n'ayant pas de moyens va utiliser internet. Et on oublie souvent, mais au fond, le couple incroyable qu'arrive à créer Ségolène, c'est au fond le lien entre la télévision et Internet. Elle va, parce qu'on oublie, mais Internet tout seul n'aurait pas fait la candidature de Ségolène. Ségolène Royal va à la télévision, elle dit quelle est sa démarche participative, rejoignez-moi, construisez un programme avec moi, vous avez envie de débattre, venez le faire sur mon site internet. Et moi, mon boulot sur internet, c'est de faire en sorte qu'on crée progressivement une communauté, ça a été dit aussi, des blogs qui soutiennent et en fait une espèce de réseau. Et Arnaud Dacier, vous avez des moyens quand vous participez à la campagne de Nicolas Sarkozy Moi, j'ai la chance d'avoir le soutien convaincu de la firme, de l'équipe, la petite équipe autour de Sarko, l'ouvrier, Lefebvre, et Soli et Perra, qui me convoque suite à une note que j'ai envoyée à Sarkozy par l'intermédiaire de mon ami David Martinon quelques semaines avant son accession à la présidence de l'UMP. Je me dis tiens, on va retenter le coup une nouvelle fois avec le nouveau qui a l'air de se positionner. Et je lui ai dit, en gros, votre seule chance de marquer rapidement votre territoire et de marquer un vrai changement de dynamique et d'esprit et de modernisation à l'UMP, c'est de jouer l'Internet, parce que personne n'a osé jouer l'Internet. Après la présidentielle de 2002, on propose à l'UMP de mettre le paquet sur le web et on se fait claquer la porte au nez en disant mais vous êtes complètement dingue d'avoir tant d'ambition et en gros de vouloir nous faire dépenser tant d'argent. Et donc on envoie une lettre à Alain Juppé en leur disant puisque c'est comme ça, on laisse tomber. Bon, et on est parti avec pertes et fracas et on leur a donné des leçons avec Rachid Kassi par un autre biais de l'intérieur. Mais en 2005, la grande chance qu'on a, c'est qu'ils nous disent en gros on ne comprend pas on comprend pas très bien ce que tu nous proposes, mais on sent que c'est très important. Et donc, vas-y, carte blanche, vas-y à fond. Et j'y suis allé à fond, effectivement, puisque dans la foulée, dès le mois de juin, on a lancé les premiers emailing politiques en France et les premières campagnes de Google AdWords
en 2005, qui ont cartonné. C'est la publicité sur le web. Dès que les gens tapaient des mots-clés politiques, en rapport avec la politique, ils avaient une petite publicité. Non, ça tombait pas chez nous. Non, parce que ça, on me l'a fait le coup plusieurs fois de dire ça, vous preniez du trafic. Non, il y avait une publicité qui s'affichait dans un blog ou sur Google, disant voilà, participez au débat à l'UMP avec Nicolas Sarkozy. Les gens cliquaient et remplissaient un petit formulaire et rentraient dans la base de données, et puis après ils recevaient des emails, et au bout d'un moment on les invitait à des réunions et ils finissaient par adhérer ou par faire des dons. Ça a très bien marché, puisqu'entre juin 2005 et décembre 2006, on a recruté 300 000 personnes par ce biais-là, ce qui a donné une très très grosse puissance. À l'époque, c'était beaucoup. Ce qui a donné une très grosse puissance à la machine de guerre UMP web pendant la campagne. Donc nous, on a eu une démarche totalement assumée de e-marketing complète, quoi. Voilà. Arnaud Dacier, Benoît Thiolin, vous incarnez en 2007 un peu les jeunes pousses connectés, même si vous êtes dans le web depuis longtemps, des états-majors politiques. Et dans ce monde très masculin, il y a au modem Guitry Delmas, qui tient à l'époque un blog des jeunes libres de s'engager. Elle fédère autant qu'elle irrite, s'attirant les foudres d'une blogosphère parfois cruelle. En 2009, elle quitte le modem, François Bayrou et la politique. Nous sommes allés demander à Guitry, ex-Delmas, aujourd'hui de Villepin, qu'est-ce qu'elle retenait de la nette campagne de 2007 et ce qu'elle pensait de celle de 2012. Regardez. En 2007, c'était pour moi la campagne des citoyens et des blogueurs citoyens, des personnes qui étaient inconnues des grands médias, qui étaient inconnues des politiques et qui se sont invités dans la campagne, qui ont découvert que finalement ils n'étaient pas si éloignés que ça dans des événements comme la République des blogs, donc des militants de gauche qui discutaient avec des militants de droite, du centre, des observateurs de la campagne, des acteurs de la campagne donc en ligne. Alors ça poussait les politiques dans leur retranchement et c'était la première fois que les politiques étaient confrontés à leurs propres paroles. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de Ségolène Royal avec les profs, où voilà, il fallait assumer une parole politique qui avait été énoncée dans d'autres cadres que celle de la campagne nationale. Donc c'était la première fois qu'ils se retrouvaient confrontés à leurs propres paroles. Et puis c'était aussi des têtes nouvelles, qui étaient donc aux manettes des campagnes web, qui se retrouvaient invitées dans les médias et qui incarnaient du coup l'équipe des présidents et des candidats à la présidentielle. Et donc c'était aussi intéressant, c'était des visages un peu nouveaux. Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est qu'on peut interpeller en direct les candidats. Donc ça c'est assez sympa. Après le reste, moi je suis un peu déçue par les initiatives et je trouve que ça manque un peu de fraîcheur. Tout le monde a dit après Obama, il va falloir faire du Obama. Voilà, personne n'est capable de le faire. En fait, on est beaucoup dans la communication pure et on n'a pas trouvé dans Internet une nouvelle façon de réinventer la politique. Guy Berenbaum. Ben, c'est drôle parce que en fait, donc moi à l'époque, je suis blogueur sur le site 20minutes.fr qui m'avait demandé de venir un peu animer tout ça. Et j'ai un blog qui s'appelle Domaine d'extension de la lutte qui va vite devenir un truc qui va m'échapper d'ailleurs parce que les lecteurs sont encore plus radicaux, encore plus rebelles, etc. Et il se trouve que après le premier tour de l'élection présidentielle, je vais au siège du Modem et je recueille, enfin qui n'est pas encore le Modem vraiment, qui est au siège de François Bayrou, et je recueille un texte de Guitry Delmas qui, sur mon blog, appelle à soutenir Ségolène Royal au deuxième tour, de manière à illustrer la liberté de parole dont elle passe, alors que vous vous souvenez que François Bayrou, il se tortille un petit peu, et puis il laisse pas... Il y a eu le débat de l'entre-deux tours. Absolument, et donc c'est sur mon blog que ça se passe à l'époque, et les blogs... Donc c'est l'explosion des blogs. Hein, voilà, c'est vraiment l'explosion des blogs, de cette blogosphère incroyable, où des gens de gauche, du centre... Et ce ne sont pas que des journalistes, des militants, hein, il y a des citoyens lambda, j'ai envie de dire. On a vraiment vécu 2005 et 2007 une campagne en fait hyper désintermédiée. Désintermédiée dans tous les sens, c'est-à-dire dans les équipes de campagne, la campagne Internet, elle n'est pas très contrôlée par le grand directeur de la campagne qui gère la campagne sérieuse. Ça, c'est d'un côté. Donc ça fait émerger des gens comme moi, comme Arnaud, etc.
etc. Et effectivement, qui trient. On se retrouve sur des plateaux, assumer au fond la campagne Internet et de manière un peu autonome. Et puis de l'autre, les journalistes aussi, ceux qui en fait jouent leur rôle de décryptage, d'aller chercher l'information, etc. Ce sont pas les journalistes de la presse écrite traditionnelle qui le font. Ce sont parfois des jeunes journalistes et souvent beaucoup des blogueurs. Donc on a eu une campagne en fait qui était hyper autonome. Et puis là, elle les prend de court. Ils s'attendent pas du tout à ce qu'elle soutienne Ségolène Royal. Ça met un bordel à l'époque. Ouais, elle s'en est pris quand même. Elle s'en est pris plein la figure. C'était absolument terrible, mais c'est là que ça se passait, quoi. Et alors, elle le dit aussi, en 2007, les politiques, je ne sais pas si c'est la première fois, mais sont soumis à leurs propres paroles. On se souvient donc de la vidéo de Ségolène Royal des 35 heures, des proposant 35 heures aux profs de travailler à 35 heures. C'était à la primaire. C'était dans le cadre de C'était à la fin des primaires. Ouais. C'était à la fin de la primaire et c'était... Je ne crois pas révéler un grand scoop en disant que c'était un coup d'une équipe concurrente socialiste, parce qu'il ne faut pas croire que cette vidéo, elle est diffusée par des ennemis. Elle est diffusée par... Je crois bien que c'était... Je me demande si c'est pas dans l'équipe de Dominique Strauss-Kahn que c'est parti. On le dit. Et d'ailleurs, nous, on l'a pas beaucoup utilisée parce qu'on s'est dit, elle va se rendre sympathique auprès de notre électorat avec cette vidéo. Et donc, ça partait en interne, quoi. Donc là, c'est la base. 35 heures, c'est encore au-dessus des déclarations de Sarkozy de la semaine dernière. Donc là, c'est la bataille interne pour la primaire. C'est pas encore le gros... Mais c'est quand même une tendance, vous aussi. Vous avez sorti des vidéos. J'en ai arrivé de faire d'énormes défis. Oh là, me parlez pas de ça. Appelant à voter François Bayrou. 2007, c'est la campagne de la vidéo. C'est la campagne de la vidéo. C'est un peu le sacre des plateformes de partage de vidéos, YouTube et Dailymotion, Arnaud Dacier. Tout à fait. Et puis vous lancez aussi la NSTV. Voilà, il y a une web TV, chez Sarkozy parce qu'on se rend compte l'année précédente que la vidéo, c'est ce que les gens consomment de plus en plus sur le web, et c'est aussi le média politique par excellence parce que c'est le média qui véhicule de l'émotion, éventuellement de la pédagogie, en tout cas qui permet de faire passer les messages de façon beaucoup plus forte qu'un pauvre texte et des photos qui ennuient tout le monde. En même temps, les chats continuent, puisque moi j'étais allée au QG de Ségolène Royal et vous animiez Benoît Thiolin toutes les semaines des chats avec un enthousiasme sans cesse renouvelé. Alors, il y a un autre truc tout à fait extraordinaire, c'est que c'est sur domaine d'extension de la lutte qu'on a été parmi les premiers, parce que quelqu'un m'en a donné l'idée, à faire pendant les émissions politiques des chats dans les commentaires des blogs. Et c'était extraordinaire, il y avait des 400... Oui, il y avait... Et c'était pré-Twitter, c'est-à-dire que quand je vois maintenant sur les sites d'infos les gens faire des lives, c'est exactement ce qu'on faisait dans les commentaires des blogs, en direct, en regardant la télévision. Alors il y avait aussi une des grandes nouveautés de la Net Campagne en 2007, c'est Second Life, un monde virtuel où à l'époque tous les candidats se ruent, de Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal en passant par Jean-Marie Le Pen. Voyez ce reportage du 19-20 diffusé le 13 mars 2007 sur France 3. Pour mener la campagne de Nicolas Sarkozy, il y a le siège de la rue d'Anguin et depuis peu, il existe un deuxième QG. Créé par un spécialiste de l'Internet, il n'existe que dans un jeu online appelé Second Life, comprenez Deuxième Vie. Donc là, c'est mon avatar, c'est moi dans Second Life, qui est un monde virtuel dans lequel 4 millions de personnes dans le monde se sont inscrites. Et vous pouvez faire des tas de choses que vous ne pouvez pas faire dans la vie réelle, comme voler par exemple. Vous voyez, je vole et je vais m'approcher comme ça de l'île Sarkozy. Une île Sarkozy, en pointe de la campagne virtuelle. Ici, tout est prévu. Accessible en permanence, le lieu se veut un espace de rencontre et de débat. On se défend du simple coup de pub pour le candidat. La sanction sur Internet est immédiate. Si c'est du marketing, si c'est pas intéressant, les gens ne viennent pas. Et là, c'est l'inverse, on a 30 000 personnes chaque jour. Au QG virtuel de Ségolène Royal, on tente de diffuser des débats audio en direct. Les forums sur nos blogs, il n'y a pas d'attaque personnelle, on se consacre au fond. Les animateurs répondent aux questions des personnes présentes, mais il y en a peu. L'espace ne peut accueillir plus de 40 personnes. Pourtant ici, on est persuadé que Second Life est l'avenir. Et demain, dans 2 ans, dans 3 ans, Second Life, ce genre d'univers, sera le nouveau web. C'est-à-dire ce sera la nouvelle façon de se mouvoir et d'accéder à de l'information de l'Internet. Le web pourrait très bien disparaître. Ce sera peut-être dans quelques années. Benoît Thiolin, alors le web n'a pas vraiment disparu. Vous acquiescez, si, sur les images? Non, pour moi c'est un truc, ça a été une histoire dingue, cette histoire de Second Life, parce que
ça, pour faire le lien avec ce qu'on se disait avant, on avait un espace de liberté incroyable. Et il y a aussi des initiatives, notamment un copain militant qui nous a dit, il faut absolument être sur Second Life. Moi, j'étais hyper sceptique. Je dis, bon, je vois pas trop vraiment ce que ça va apporter, parce que la réalité, c'est que les chats que vous faisiez, plus de 5... Non, bah non. Non, mais ce qui a été dramatique, c'est que je pense que dans l'innovation de la campagne Internet de Ségolène, il y a plein de trucs, il y a des débats participatifs, il y a des vidéos, il y a plein de choses hyper intéressantes. Le drame pour nous, c'est que cette initiative que moi je soutenais mais vraiment du bout des lèvres, on a eu la une de Libé. Et donc c'était aussi le décalage, non, mais complètement fou. Tout le monde parlait de ça. On a eu la une de Libé pour un truc qui moi me semblait quand même hyper anecdotique dans la campagne, quoi. Mais voilà, on maîtrisait pas et c'était quand même plein d'initiatives un peu foisonnantes. C'est formidable ce que vous venez de faire parce que vous venez de sortir une casserole à un spécialiste de la recherche des casseroles. Non mais c'est très intéressant parce que... Mais oui, mais ça veut dire... Le sparadrap du capitaine Haddock. Mais oui, mais ça veut dire qu'il faut être super modeste, et je dis pas ça du tout contre Benoît qui fait vraiment partie des gens sur le web qui sont modestes justement, et bien se rendre compte qu'on est sans arrêt dépassé et qu'on nous maîtrise, qu'on fait semblant de maîtriser des événements qui nous dépassent. Et cet exemple de qui aujourd'hui pourrait nous parler de Second Life, et je veux dire, on trouverait personne, personne ne sait ce que c'est. Arnaud Dacier. Non, mais ça continue d'exister et ça fonctionne assez bien pour un certain nombre de gens, bien sûr. Il y a des gens qui ont fait des fortunes en vendant des biens virtuels sur Second Life, ça marche toujours. Non, en politique, ça a été pulvérisé. Donc, c'est très intéressant de voir comment on devient dingue. Et pourquoi? C'est le côté gaming, c'est le côté 3D. C'était trop compliqué, il faut faire des choses simples. C'était compliqué, et puis bon, les chats, là, quand il dit, Loïc Lemer dit 30 000, très honnêtement, nous on voyait, quand il y avait plus de 40 personnes dans la room pour faire le chat, ça s'effondrait, ça marchait pas. Loïc Lemer a un multiplicateur dans la tête assez généralement, c'est-à-dire quand il dit 30 000, il faut entendre 30. C'était un peu lui, la star aussi de la campagne. C'était notre ambassadeur. Votre gourou. Voilà, c'était je dirais, à l'époque, le monde entreprenant du web était massivement derrière Sarkozy, et il l'incarnait. Voilà, c'est-à-dire la France entreprenante, les startups qui soutiennent le candidat de la rupture, qui va faire bouger les lignes, etc., etc. Et voilà, et Loïc Lemer il a même fait une interview vidéo du candidat. Il a aussi été le premier déçu du sarkozysme, Loïc Lemer, puisqu'il a quitté la campagne avant qu'elle se termine. Voilà. Et alors venons-en. Ce qui n'est pas faire preuve d'un sens politique formidable, si je puis me permettre. Non, mais en tout cas, le candidat a été élu quand même. D'une certaine liberté et d'une certaine. Voilà, il était vraiment là de façon bénévole, candide et généreuse. Et dès qu'il a été déçu la politique, c'est un milieu un peu dur et un peu difficile, il est reparti et il a assumé. Tout va bien pour lui. Voilà. Donc Second Life, ça a fait pchit. Alors, du coup, en 2012, comment on peut définir on revient un peu aux fondamentaux avec l'explosion des réseaux sociaux? Oui, enfin, disons, ce qui est certain, c'est que maintenant, tous les hommes politiques ont pris conscience que c'était un truc hyper important. Et globalement, dans leur panoplie de net campagne, quasiment rien n'est négligé. Tous sont sur Twitter, Facebook, ils ont un site, ils font de l'appel aux dons, etc. Ils ont tout. Ensuite, est-ce que toutes les campagnes se ressemblent? Non. En revanche, je pense qu'il y a eu aussi... Mais comme dans les journaux traditionnels, il y a eu une reprise en main de la part des structures un peu plus officielles de la campagne. Il y a probablement plein de trucs bien et des trucs moins bien, vous les avez montrés tout à l'heure, qu'on pouvait faire il y a 5 ans. Et je pense c'est repris par les états-majors. Oui, bien sûr, mais c'est normal. Internet, c'est normalisé d'une certaine manière. Et avec, malheureusement, enfin moi je le regrette, c'est très difficile pour les blogs, par exemple. On voit bien comment, en 2012, les réseaux sociaux phagocytent totalement la parole des blogueurs. On supplantait finalement les blogs. Il en reste, heureusement, on est quelques-uns à continuer. Par rapport à l'influence de la blogosphère en 2007, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et moi, je le regrette parce que je pense que la parole des blogueurs est une parole importante et intéressante, et que sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter en 140 signes, c'est plus difficile. C'est un peu ce que disait Kitry tout à l'heure. Et justement, elle disait tout le monde veut faire du Obama et personne n'y arrive. Là, il y a l'équipe, je ne sais pas si c'est l'équipe numérique ou l'équipe tout court de François Hollande qui vient de faire un tirage au sort, en fait, pour boire un café avec François Hollande. C'est sympa, mais en même temps, Obama, il est plus fort, il invite à dîner à la Maison-Blanche. Oui, un café contre un dîner, mais bon, en tout cas, c'est le même esprit. Mais effectivement, ça montre que tout le monde essaie à le faire. Attention, c'est le pouvoir de l'argent aux États-Unis dans une campagne. Voilà, moi, je suis destinataire de ces mails. Michel m'écrit de temps en temps. Barack m'a demandé de souhaiter bon anniversaire à Michel. Absolument, je reçois des mails comme ça. Mais simplement, pour assister à ce dîner, il faut payer.
Je crois pas qu'il faut payer pour prendre un café avec François Hollande. Je pense même qu'on doit se faire payer le café. Parce que l'objectif est pas le même là pour le coup, c'est que les gens s'enregistrent et ensuite il y a un tirage au sort des 5. Aux États-Unis, c'est le financement. Mais ça reste quand même globalement un peu dans cet esprit-là. Non, il y a un truc innovant dans cette campagne, à mon avis, qu'il faut suivre, faut voir si ça va marcher ou pas, et qui est directement inspiré d'Obama ou du rapporteur Arnova que nous on avait fait il y a 4 ans. C'est le door-to-door, c'est le fait d'utiliser Internet pour mobiliser, organiser et former des équipes qui vont aller faire du porte-à-porte. Le PS est en train de le faire avec l'équipe de François Hollande, c'est surtout Hollande.fr qu'ils organisent ça. C'est intéressant. Je sais pas si ça va marcher, mais très honnêtement, ça va marcher parce qu'on a l'impression qu'on en parle depuis. Moi, je suis allé dans des formations. Il y a quand même, a priori, sur les 10 000, ils en sont déjà à 5 000 personnes qui sont formées et qui vont commencer à faire, en gros, du get out de vote, c'est-à-dire aller frapper aux portes des abstentionnistes. Attention, on se fait pas plaisir, on va pas discuter comme on le fait d'habitude dans le militantisme de papa avec ses copains ou au contraire ses opposants un peu traditionnels. On va sur les abstentionnistes et on essaie de faire rapide. Arnaud Dacier, on finit l'émission, là on est en conclusion, mais alors justement sur les innovations de cette campagne, on a l'impression que les sites sont quand même relativement classiques. Enfin bon, on n'est pas dans la créativité de 2007, il ne s'agit pas non plus d'être nostalgique. Non, mais il y a probablement une grosse part de reprise de contrôle. Nous, on a sorti des vidéos en 2007 que personne n'avait validées, quasiment. On nous faisait confiance, vraiment. Et j'ai essayé de leur expliquer que c'est pour ça que ça marchait, c'est-à-dire qu'on pouvait être réactif, et la réactivité sur Internet, c'est important. On pouvait être réactif et radical. Et c'est ça qui marche sur le web. Et quand vous redonnez le pouvoir aux politiques et qu'ils regardent les vidéos, qu'ils regardent les choses, il se passe un jour, il se passe 2 jours, il se passe 3 jours, vous êtes plus réactif et ils arrondissent les angles et vous n'êtes plus radical et quelque part vous n'avez pas de succès et je pense que c'est ça qui se passe. Par ailleurs, la campagne en général est ennuyeuse, elle n'est pas très intéressante et le web c'est le reflet aussi de la campagne réelle et du coup la campagne web est aussi un peu ennuyeuse et un peu manque de créativité, c'est clair. Heureusement qu'il y a le côté potache pour nous faire sourire aussi un petit peu. Ça ne fait pas beaucoup sourire. Non, il y a une chose, il y a un phénomène qui n'existait pas et qui commence même à infuser dans les médias mainstream, qui est la vérification en direct des bêtises que disent les politiques. Et ça, quand même, c'est la grande nouveauté de la campagne 2012, avec tous les médias qui s'y sont mis, tous les sites d'infos qui s'y sont mis. Et ça, pour moi, c'est absolument vital. Ce qui sera encore mieux, c'est quand, dans les émissions en direct, on dira dans l'oreillette au journaliste qui est en train d'interviewer l'homme politique qu'il a dit une énorme connerie 2 minutes avant. Et là, on aura franchi un pas, et ça peut être grâce à des internautes ou grâce à des journalistes. Mais peut-être qu'il faut aussi ajouter, c'est que l'innovation de la campagne aujourd'hui, en fait, elle n'est pas du côté des partis et des candidats. En réalité, elle est beaucoup plus sur le fait qu'il y a 30 millions de Français sur Facebook qui discutent de la campagne, qu'il y en a 5 qui sont sur Twitter. Ils discutent vraiment politique. Ils discutent quand la campagne est intéressante, ils en discutent. Quand elle n'est pas très intéressante, et c'est un peu le problème aujourd'hui, en fait. Et effectivement, ce que disait Arnaud est très juste, il n'y a pas de baguette magique. Quand la campagne, dans le champ réel, elle est chiante, en général, sur Internet... Benoît, je ne vous demanderai pas en 2017 ce que pourrait être la nette campagne, parce qu'on voit bien que la prospective, c'est difficile. C'est très dur. Merci à mes gazouilleurs du jour. C'est le clap de fin de cette émission, mais restons connectés. Vous pouvez réagir et revoir cette émission en VOD sur publicsénat.fr. Un grand merci aux équipes de Public Sénat et notamment à Laurent Elkabbach. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de la Politique CNet. En attendant, on se retrouve sur les réseaux. Thank you.